Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Le torchon brûle entre Gérard Larcher, président du Sénat, et Claude Bartolone, celui de l'Assemblée nationale. En cause, les déclarations de Claude Bartolone hier matin, dans lesquelles il se déclare favorable à la suppression du Sénat dans sa forme actuelle. Gérard Larcher a annoncé que dans ces conditions, il n'était plus possible de travailler avec son homologue sur la mission que leur a confiée le président de la République, François Hollande, une mission sur l'engagement républicain. Les deux hommes remettront donc séparément leurs conclusions au président de la République. Dans ce contexte, je vous propose de revoir ce matin une table ronde qui a eu lieu ici au Sénat en avril dernier. Rappelons qu'à l'époque, les deux chambres étaient à gauche. Vous allez découvrir des débats dans un climat très respectueux, très différent du climat actuel. Tout de suite, direction votre table ronde. Mes chers collègues députés ou sénateurs, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'ouvrir avec Jean-Pierre Bel ce colloque consacré au bicamérisme à la française. Pourtant, ma position, vous en conviendrez, n'est pas des plus confortables, puisque je préside l'Assemblée nationale, où les critiques qui s'expriment à l'égard du Sénat sont parfois vives, et cela même si elles émanent souvent de futurs sénateurs. Ce colloque n'en demeure pas moins précieux, car il contribue à cette réflexion, à ce débat que j'estime pour ma part comme inéluctable sur l'évolution de nos institutions. Les métamorphoses de la société, l'introduction du quinquennat, la révision constitutionnelle de 2008, la perspective de la fin du cumul des mandats, tout nous oblige à penser ou à repenser le fonctionnement à venir de notre démocratie. Vous en doutez, je ne suis pas venu ici pour vous délivrer un message négatif sur le bicamérisme. Sans évoquer l'excellence des relations que j'entretiens avec mon homologue et ami Jean-Pierre Bel, je reste convaincu de l'utilité de la navette parlementaire qui participe à la maturation des idées, à l'équilibre des délibérations et à la qualité de la législation, à condition qu'elle soit totalement assumée et que l'on ne soit pas les uns et les autres dans l'idée de se dire « bon, on renvoie au Sénat et on verra l'écriture après ». On renvoie au Conseil constitutionnel et on se prononcera après. Il faut que dans ce bicamérisme assumé, la navette ne soit pas une excuse, mais soit un moment d'amélioration de la loi dès la première lecture dans chacune des assemblées. Je note d'ailleurs que le Sénat suscite aujourd'hui moins de critiques qu'il n'en suscitait hier. Sans doute parce que l'histoire récente a montré qu'il pouvait changer, qu'il n'était plus cette anomalie que dénonçait en son temps le Premier ministre Lionel Jospin. À quoi cette expression renvoyait-elle d'ailleurs? Au fait qu'à l'époque, toute alternance politique semblait impossible. Quand la gauche perd, elle perd tout. Quand la droite perd tout, elle conserve le Sénat, pouvait ainsi écrire le regretté Guy Carcassonne. Mais le Grand Conseil des communes de France, comme l'appelait Gambetta, l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne, selon l'expression de Maurice Duverger, a enfin connu l'alternance. Pas simplement en raison des élections qui ont à l'époque modifié la majorité des assemblées locales, mais aussi parce que la sociologie des élus locaux, notamment municipaux, a évolué. Dès lors, assimiler la seconde chambre et conservatisme n'a plus de sens. Si j'utilise ce terme de seconde chambre, ce n'est pas pour être désobligeant, mais je ne peux me résoudre à utiliser l'expression de haute assemblée, qui fait référence à la monarchie, à une époque où la seconde chambre représentait l'aristocratie, époque que nous sommes peu ici, je pense, à regretter. Puisque le Sénat n'a plus de vocation conservatrice ou aristocratique, c'est ailleurs qu'il nous faut rechercher la raison d'être du bicamérisme à la française. Tout d'abord, nul ne peut nier l'ancrage historique de la seconde chambre dans notre pays. Depuis le Directoire, quelle que soit la nature du régime considéré, le bicamérisme a le plus souvent caractérisé, sous des avatars divers,
le système institutionnel français, il fait ainsi partie de notre ADN démocratique. Le droit comparé nous montre que souvent l'existence de deux assemblées se justifie par le caractère fédéral de l'État. L'une des chambres représente la population, tandis que l'autre représente les entités fédérées. Je pense bien entendu aux États-Unis d'Amérique, à l'Allemagne et à bien d'autres pays qui partagent cette analyse et cette organisation. Bien sûr, la France est un État unitaire, mais c'est bien cette prise en compte des territoires de notre pays qui justifie le bicamérisme, du moins si l'on en croit la Constitution, dont l'article 24 dispose « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Par conséquent, le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée, élue au suffrage direct, représente directement la population. Le Sénat, élu au suffrage indirect, par les élus locaux, mais aussi, entre autres, par les députés, représente les collectivités territoriales. Deux assemblées qui concourent au vote de la loi, au contrôle de l'action du gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Deux assemblées qui, cependant, compte tenu de la spécificité de leur mission et de leur mode d'élection, ne sont pas sur un strict pied d'égalité. Aujourd'hui, la question est de savoir si nos deux assemblées, par-delà la spécificité de leur mission, seront capables de répondre aux défis du présent, car je ne cesse de le dire, nous ne vivons pas une crise, nous sommes entrés dans un nouveau monde. L'individu a changé, le temps s'est accéléré, les espaces ont été reconfigurés, les exigences des citoyens se sont modifiées. Face à ces évolutions, les institutions de la Ve République font bien souvent l'objet de critiques. Le Parlement n'échappe pas à la règle, il est attaqué tant sur son efficacité que sur sa fonction de représentation. Certes, l'époque et l'espace médiatique ne sont pas propices aux institutions collectives, pas plus qu'ils ne sont propices au temps long de la procédure parlementaire. L'époque préfère l'incarnation et le direct. Pour autant, cela ne peut pas expliquer que le Parlement français soit, si l'on en croit les études les plus récentes, l'un des parlements en Europe pour lequel la part des personnes ayant confiance en lui est l'une des plus faibles, 28% contre 35% en moyenne. Face à cette situation, nous sommes sommés d'agir. Pour cela, nous devons penser l'évolution des institutions comme nous devons penser l'évolution des esprits. S'agissant de l'évolution de nos institutions, elle est d'ores et déjà en marche. Il suffit de penser au nombre de réformes engagées par l'Assemblée et le Sénat au cours des dernières années. Nous connaissons tous ici le travail initié par Jean-Pierre Bel. Rappelons que c'est sous son impulsion et bien avant les lois sur la transparence de la vie publique que pour la première fois dans l'histoire parlementaire, des déclarations d'intérêt public ont été établies. Plus généralement, le président du Sénat a su engager une véritable réflexion sur la déontologie. De la même manière, dès mon élection, je me suis engagé à faire de l'Assemblée une institution plus transparente, plus exemplaire et plus ouverte. Nous avons ainsi décidé le gel de notre budget sur 5 ans, la publicité de l'usage de la réserve parlementaire, la certification de nos comptes par la Cour des comptes, la réduction des frais de mandat des députés, la mise en place d'une nouvelle réglementation pour les représentants d'intérêts, le renforcement des règles sur la publication des votes. Tout cela, réforme permise sans réforme de la Constitution, et je vous renvoie aux propos que j'émettais dès le début de mon intervention sur les réformes qui, elles, seraient aujourd'hui indispensables, mais qui mériteront une réforme de la Constitution. Cette politique des petits pas, engagée par nos deux assemblées, est en train de changer le visage du Parlement
sans jamais céder à l'antiparlementarisme. Mais, par-delà ces infimes révolutions, nous sommes aujourd'hui amenés à engager une réflexion plus large sur l'avenir des deux chambres. Jean-Pierre Bel a décidé d'établir avec tous les membres du Sénat un bilan de la révision constitutionnelle de 2008. Quant à moi, j'ai proposé la création d'une mission exceptionnelle composée à la fois de parlementaires et de constitutionnalistes. Elle sera chargée de proposer des mesures concrètes sur l'évolution de l'Assemblée nationale dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats. C'est une révolution dans la vie politique, j'en suis convaincu. Peut-être une chance pour la démocratie, mais pour cela, elle doit être préparée, anticipée, réfléchie, et pour cela, elle doit mieux définir ce que devra être la fonction de parlementaire une fois cette grande réforme appliquée. La réflexion s'engage. Tous les sujets devront être mis sur la table, qu'il s'agisse des missions, comme des pouvoirs du Parlement, du rôle de chacune des deux chambres, de la procédure législative, des moyens affectés aux députés et aux sénateurs, mais aussi, je le dis devant vous, la question du nombre de parlementaires. Enfin, je crois qu'il est temps de remettre notre démocratie à l'endroit. Pour cela, il convient de rapatrier les missions qu'exercent aujourd'hui un certain nombre de comités théodules et qui, selon moi, relèvent du rôle du Parlement. Une chose est sûre, nous n'avons pas été élus simplement pour valider les projets initiés par l'exécutif. Nous avons été élus avant tout pour que la volonté des citoyens soit effectivement prise en compte et qu'elle puisse prévaloir sur les logiques administratives, qu'elle puisse prévaloir quand nous légiférons, quand nous contrôlons, quand nous évaluons. Pour paraphraser Peggy, je dirais que nous avons été élus pour que ce qui naît en politique ne meure pas en bureaucratie. Nous ne sommes pas des gestionnaires de la chose publique. Nous sommes des élus. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à l'administration, qui remplit d'ailleurs dans notre pays parfaitement ses missions. Nous sommes là pour veiller à ce que la volonté du peuple et de ses élus soit respectée. Nous avons voulu inscrire dans la Constitution que nous sommes une démocratie parlementaire. Il ne faut pas que ce soit simplement quelques lettres, quelques mots, quelques phrases inscrites dans la Constitution, mais que cela devienne une réalité et que l'on puisse s'interroger pour savoir quelles sont les réformes à mettre en place pour que cela devienne une réalité. Voilà pourquoi le bicamérisme est si important, car il permet à cette volonté de pleinement s'exprimer. Car le bicamérisme, c'est l'alliance de la puissance quasi sacrée dans notre pays du suffrage universel direct avec la richesse de nos territoires. C'est la vie et l'histoire des individus ancrés dans la diversité de notre géographie. Ainsi, si je devais répondre à la question « Qu'est-ce que le bicamérisme ?», je répondrais « Le bicamérisme, c'est la traduction institutionnelle de ce qui caractérise notre pays, l'unité dans la diversité. » Vous allez maintenant parcourir l'histoire, recueillir le point de vue des acteurs de la procédure parlementaire, des professeurs de droit ainsi que des médias. C'est à travers tous ces prismes que vous serez en mesure de faire un bilan de ce qu'est le bicamérisme à la française. Je vous souhaite une bonne journée de travail, car ces questions sont essentielles pour le Parlement et donc pour notre pays. Voilà pourquoi je remercie sincèrement les organisateurs de ce colloque de les avoir inscrites à notre du jour. Je les remercie d'autant plus que je suis persuadé que cette manière de revisiter nos institutions et la Constitution seront un gage d'efficacité pour renforcer notre démocratie, seront certainement un sujet, même si pour le moment tout cela paraît trop lointain, qui sera au cœur
de la prochaine campagne des élections présidentielles. Merci. Messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je suis chargé d'ouvrir ce colloque et je voudrais auparavant dire un mot sur le Gévipar et sur le sujet qui va nous occuper. Le Gévipar, je parle devant son inspirateur, son premier animateur et son actuel président, a été créé il y a plus de 5 ans maintenant entre la Fondation nationale des sciences politiques et les deux assemblées, grâce à l'aide des présidents des assemblées et de leurs secrétaires généraux. Cela correspondait à une vieille tradition de Sciences Po, puisque pratiquement dès l'origine de notre maison, les parlementaires et les hauts fonctionnaires des assemblées parlementaires ont enseigné chez nous, depuis Charles Benoît, Barthélemy, Schwarzenberg, François Gogel et beaucoup d'autres, parce que nous avons toujours pensé que la réflexion sur la politique impliquait à la fois la liaison de la théorie, de la réflexion doctrinale et de la pratique. Et nous avons voulu maintenir cette tradition et nous avons voulu, par la création du Gévipar, l'accentuer, parce qu'il nous semble que dans les démocraties, la réflexion sur le Parlement, sur les élections, sur les partis politiques, sur le fonctionnement des institutions parlementaires sont d'une grande importance et que cette réflexion ne peut s'exercer qu'en compagnie de savants, d'une part, qui vouent leur vie à la réflexion, et d'acteurs qui, par leurs actions, ont une connaissance approfondie de ces questions. Et donc ce colloque honore, justifie la création, puisqu'il est le deuxième colloque, et l'audience de qualité qu'il réunit nous prouve que ce que nous avons fait grâce aux deux assemblées était justifié. Je dois vous dire un mot du sujet. Je ne sais pas pourquoi on dit bicamérisme et pas bicaméralisme, parce qu'on m'a appris sur les bancs de l'école de droit, et comme mon nom l'indique, j'ai tendance à être fidèle aux étymologies latines, mais en France, quand on change de concept, on commence par changer et on trouve une justification ensuite. Donc je suis sûr qu'il y a une justification intellectuelle qui distingue bicamérisme et bicaméralisme. Mais c'est un sujet classique de la réflexion politique, et puisque nous sommes en 2014, donc au centenaire 2014, je suis plongé dans la lecture de Joseph Caillaux, qui a été sénateur de Poincaré, grand membre de la Chambre des députés, d'André Tardieu aussi, grand parlementaire, et de Clémenceau. Et puisque nous sommes dans la salle qui porte le nom de Clémenceau, ces 4 noms donnent d'ailleurs une très haute idée du parlementarisme français, supérieure à certains égards au parlementarisme anglais de l'époque. Je trouve dans Clémenceau la formule suivante: pendant une partie de ma vie, plus près de la théorie que de la réalité, j'ai eu foi en la chambre unique, émanation directe du sentiment populaire. Je croyais le peuple toujours raisonnable. J'en suis revenu. Les événements m'ont appris qu'il fallait donner au peuple le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, c'est le Sénat. Voilà l'expression et la formule de Georges Clémenceau, que le Congrès, hélas, n'a pas élu à la présidence de la République. Mais réflexion, puisqu'il s'agit de réflexion, comment allons-nous la mener? Nous allons la mener en 4 séances: l'histoire du bicamérisme français, avec des éléments de droit comparé, le bicamérisme français en débat, le bicamérisme français à travers le prisme des médias, et enfin la pratique du bicamérisme français et son évolution depuis le 2008, ce qui nous amènera certainement à réfléchir sur l'avenir. Nous avons tous appris sur les bancs des facultés les différentes justifications du bicamérisme. Tradition historique dans les sociétés d'État, puis dans les démocraties,
justification par le fédéralisme, justification par l'équilibre des pouvoirs, justification par la représentation plus élargie, justification par la qualité du travail parlementaire. Tout cela est parfaitement connu et va être développé aujourd'hui en réfléchissant sur la pratique et en confrontant le point de vue des acteurs et le point de vue des observateurs. C'est pourquoi je ne vous ferai pas perdre de temps par une introduction trop générale. Je me bornerai à annoncer ce que va être la séance qui va suivre immédiatement. Monsieur Jean Garrigue, qui est professeur à l'Université d'Orléans et président du comité d'histoire parlementaire et politique, traitera du bicamérisme dans la tradition constitutionnelle française, nous offrira donc l'exposé historique dont nous avons besoin. Ensuite, monsieur Pierre Bordry, qui est vice-président de l'Institut Alain Poher, traitera de l'intérim, une spécificité sénatoriale qu'a exercé le président Alain Poher. Puis ensuite, nous étudierons avec M. Jean-Philippe Desrosiers, qui est professeur à l'Université de Rouen, une typologie du bicamérisme hors de France. Avant de passer la parole à ces intéressés, je veux à nouveau exprimer mes profonds remerciements au Sénat qui nous accueille et qui contribue au fonctionnement du GEVIPAR et à l'Assemblée nationale qui est le partenaire égal de cette institution fondée par 3 institutions. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est une tâche un peu difficile de résumer en une vingtaine de minutes de plus de 2 siècles de tradition bicamériste, bicaméraliste. J'ai mon idée sur la différence de définition pour éventuellement en reparler. Sans préambule, je pense qu'il faut commencer par bien situer les choses et dire que ce qui sera l'objet de mon étude très, très brève et très schématique, qui est de montrer comment s'est constituée une culture bicamériste en France à travers des institutions et des pratiques institutionnelles, cette culture ne s'est pas constituée de manière limpide, mais au contraire très chaotique. Elle a en permanence été remise en question et critiquée depuis 2 siècles. Et l'on citait tout à l'heure la formule célèbre d'un Premier ministre de la Ve République parlant d'une anomalie parmi les démocraties. Les constituants de 1791 et 1793 n'ont pas voulu du bicamérisme, pas plus que ceux de 1848, considérant que le monocamérisme était la garantie de la primauté d'une assemblée représentative, de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire ne s'exprimait que par la voix d'une assemblée. Les républicains de 1875 ont été très réticents à l'idée de ce bicamérisme qui, au fond, pour eux, apparaissait comme une création orléaniste. Et la famille radicale, avant de s'y rallier, pendant des années, Clémenceau en tête, a pourfendu avec beaucoup de violence le bicamérisme. En dépit des prudences de Léon Blum lui-même, on peut dire que la fin des années 30, l'entre-deux-guerres, a été aussi un moment de sénatophobie très marqué, le moment paroxystique étant celui où la Chambre haute va finalement refuser d'accorder les pleins pouvoirs à Blum et obtenir au fond la fin du Front populaire. Vous le savez aussi, les constituants de la 4e République, à travers toute une séquence constitutionnelle extrêmement troublée, ont abouti à un Conseil de la République consultatif qui dévaluait fortement la portée du bicamérisme. Et puis, le général de Gaulle a remis en question à plusieurs reprises le bicamérisme sur le terrain constitutionnel, considérant dans le discours de Bayeux que le bicamérisme devrait être
territoriale ou territorialisée, et pour des raisons plus contextuelles, on en a parlé aussi tout à l'heure, face à la résistance que lui opposait le Sénat de Gaston Monnerville. Et puis le bicamérisme a été critiqué par la gauche sous la Ve République. On a évoqué Guy Carcassonne, Lionel Jospin, la gauche considérant que le bicamérisme faisait le lit du conservatoire des majorités de droite jusqu'en 2011. Donc le bicamérisme a toujours été critiqué dès le début et il l'est encore dans la phase de crise de la démocratie que nous connaissons et qui, comme le disait, je pense, avec raison le président Bartolone, est le fruit et le symptôme d'un changement de civilisation. Alors le bicamérisme a toujours été critiqué, mais il est insubmersible depuis le directoire, et je voudrais montrer comment cette insubmersibilité s'est construite sur des pratiques et sur une évolution, adaptation du bicamérisme. Retour aux origines, c'est le regard de l'historien pour rappeler évidemment l'influence du modèle britannique en passant par Montesquieu et la théorie de l'équilibre de pouvoir qui, au fond, va considérer avant tout une deuxième chambre, l'existence d'une deuxième chambre, donc le bicamérisme, comme un rempart contre les excès de la première chambre et surtout comme un moyen finalement de renforcer le pouvoir exécutif. En affaiblissant les excès d'un pouvoir législatif, en l'équilibrant, on renforce le pouvoir exécutif et cette, je dirais, construction intellectuelle initiale est au fond renforcée, explicitée par l'expérience de la Révolution française et des excès du monocamérisme qui nourrissent la réflexion de ceux qui vont concevoir, au fond, le premier bicamérisme français, Conseil des Anciens et Conseil des 500 sous le Directoire, qui vont composer le premier bicamérisme. Et l'on voit très bien que pour Denou, qui, vous le savez, a rédigé ce projet de constitution de Messidor III, pour Boissy d'Anglas, qui l'a présenté, la question très, très claire, c'est opposer une digue puissante à l'impétuosité du corps législatif. Cette digue, c'est la division des deux assemblées. Et l'on voit bien qu'on est finalement dans la continuité de Montesquieu et dans l'idée d'une chambre, au fond, de défiance vis-à-vis du pouvoir législatif. Alors, il y a la pratique ensuite qui se met en place et la fonction de validation au fond, de ce que doit être le bicamérisme. Le Conseil des Anciens a la même légitimité que le Conseil des 500. Ils sont élus par les mêmes assemblées électorales. Ils doivent siéger en même temps. Et le Conseil des Anciens dispose d'une capacité de blocage législatif. C'est lui, au fond, qui valide le processus législatif du Conseil des 500, qui doit attendre une année en cas de rejet d'une résolution. La deuxième notion que crée, me semble-t-il, la période du directoire, c'est l'idée de ce tropisme notabilitaire ou notabiliaire qui a marqué très longtemps le bicamérisme, mais qui est en réalité une volonté de rendre plus vertueuse la construction législative par la qualité même de ceux qui valident, qui doivent avoir plus de 40 ans, qui doivent être mariés ou veuves, et dans l'esprit donc de ces constituants de 1795, ce sont des hommes vertueux. Et c'est cette vertu qui permet la sagesse, la modération et l'amélioration qualitative de la production législative. À partir de ce modèle du directoire, le reste est adaptation et amélioration du système. Je passe sur les périodes impériales où le bicamérisme est en fait noyé dans un multicamérisme contrôlé par le pouvoir exécutif. La période fondatrice, la période fondamentale, me semble-t-il, on ne l'a peut-être pas assez évoqué ici, mais c'est finalement assez logique, c'est quand même celle des monarchies censitaires, puisque les chartes de 1814 et de 1830, vous le savez, inventent véritablement ce qu'est le gouvernement représentatif à travers un certain nombre de pratiques constitutionnelles et vont véritablement inventer, co-instaurer la coproduction législative bicamérale. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, que la deuxième chambre participe à la production législative.
On retrouve évidemment dans cette période des monarchies censitaires le tropisme notabiliaire dont je parlais tout à l'heure, à travers l'aristocratie de naissance et de fortune, la fonction de père étant d'abord héréditaire à partir de 1815, ce qu'on appelle le majorat à partir de 1817, qui est une exigence de richesse pour ceux qui incarnent la deuxième chambre, mais aussi, et c'est ce qui est nouveau par rapport au directoire, cette construction équilibrée de la production législative. La puissance législative, nous dit l'article 15 de la charte de 1814, s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, avec un vote qui doit être le vote de chaque chambre pour chaque projet de loi et une capacité de résistance à l'exécutif qui s'est marquée à plusieurs reprises sur plusieurs votes de la part de la Chambre des pairs. Évidemment, il y a des limites dans cette période fondatrice, des limites qui sont celles d'abord de la priorité à la Chambre des députés. Le droit d'amendement des pairs est très limité sous la période des monarchies censitaires, et surtout une limitation qui vient de l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui est à l'initiative des lois, et c'est l'exécutif qui s'assure de la docilité de la Chambre des pairs avec ces fameuses fournées de pairs, c'est-à-dire ces nominations de pairs incessantes qui permettent de domestiquer véritablement la Chambre des pairs, aboutissant à la loi du 29 décembre 1831, que vous connaissez tous, et qui finit par voter l'abolition de l'hérédité des pairs et rend au fond la Chambre des pairs malléable à merci au profit du monarque. Ce qui fait dire à Saint-Marc Girardin, en novembre 1845, vous avez, par le vice inhérent aux catégories, une hiérarchie de fonctionnaires retraités. Et à ce moment-là, il est vrai, à la fin de la monarchie de Juillet, que la Chambre des pairs est devenue une sorte de chambre des fonctionnaires retraités, ce qu'elle est loin d'être aujourd'hui, je le précise. La deuxième phase d'adaptation est celle, bien sûr, de la démocratie parlementaire. Et là, je distinguerai, pour aller très très vite, vous me pardonnerez de traiter toutes ces choses au galop, quatre étapes majeures. La première est celle du bicamérisme transactionnel des débuts de la Troisième République, qui invente d'abord la fonction de légitimation du Sénat, puisque c'est d'abord à partir des textes d'Auguste Casimir Périer, d'Édouard de la Boulaye, grand connaisseur du modèle américain, de son amendement modifié par Henri Vallon, député centriste comme Casimir Périer et la Boulaye, que se met en place ce fameux amendement qui dit que le président de la République est élu par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Nouvelle fonction qui apparaît donc pour le Sénat de légitimation du président de la République et, vous le savez, au fond, de la République elle-même par le truchement de cet amendement. Insistons à ce moment de la réflexion sur ce compromis que constitue ce bicamérisme des débuts de la Troisième République, et grâce à Gambetta, qui fait sortir le Sénat d'un parti républicain qui n'en voulait pas. Pourquoi ? Mais parce que ce Sénat va être une chambre des notables. 3/4 des membres sont élus pour 9 ans. Les fameux inamovibles qui constituent une partie du Sénat de la Troisième République. Des présidents qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sont plutôt des présidents conservateurs et une tradition de modernité, voire de conservatisme en matière de réforme sociale, judiciaire, etc. C'est incontestable qu'on a là cette tradition notabiliaire née déjà sous le Directoire qui se prolonge sous la Troisième République. Mais avec deuxième étape très importante qui est la naissance par la pratique, et non seulement par les institutions, c'est-à-dire les lois constitutionnelles de 1875, d'un bicamérisme équilibré. Pourquoi ? Parce que les radicaux, qui, à partir de 1875, sont très hostiles au bicamérisme, qui le critiquent, qui obtiennent des aménagements, et notamment en 1884, la suppression des sénateurs inamovibles, eh bien les radicaux vont devenir eux-mêmes les piliers
du bicamérisme et le Sénat va devenir la chambre radicale par excellence à la veille de la Première Guerre mondiale et identifier finalement le bicamérisme avec ce qui fait le fondement socio-culturel et politique de la Troisième République, à savoir cette République radicale. Il faudrait des heures pour en reparler. On a donc à partir de là l'expérience d'un bicamérisme équilibré. La coproduction législative est en place. Le Sénat bénéficie de privilèges comme la fonction judiciaire qui apparaît aussi. Le Sénat peut se transformer en haute cour de justice, vous le savez, pour juger les attentats contre la sûreté de l'État ou les actes imputables au président de la République et aux ministres. 1889, Boulanger, 1899, Déroulède, 1918, Malvy. Le président du Sénat vient immédiatement après le président de la République dans l'ordre des préséances. Et le président du Sénat est celui qui préside l'Assemblée nationale, qui élit le président de la République, où l'on retrouve la fonction de légitimation qui était née au début de la Troisième République. Et grâce à ce bicamérisme équilibré, on voit comment le Sénat devient l'antichambre du pouvoir au début du XXe siècle. 8 gouvernements sur 14 sont dirigés par des sénateurs. Lapsus inexact, puisque ce ne sont pas des conservateurs. Clémenceau, que je sache, n'était absolument pas un conservateur. 8 gouvernements, donc à la Belle Époque, sont dirigés par des sénateurs. Et ce bicamérisme équilibré, cet approfondissement du rôle du Sénat dans les institutions et dans la pratique institutionnelle se marque notamment le 18 mars 1913, lorsque le gouvernement d'Aristide Briand est renversé suite à une question de confiance posée au Sénat et qui va permettre, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle, ce renversement, même si ce sera contesté par des juristes comme Joseph Barthélemy, ce renversement du président du Conseil, d'un gouvernement par le Sénat. La troisième étape de cette adaptation à la démocratie parlementaire, c'est le parlementarisme de guerre. On commémore cette année le centenaire de la Première Guerre mondiale, où l'on s'aperçoit que le rôle du Sénat est renforcé pendant cette période, et notamment les grandes commissions, les commissions de l'armée et des affaires étrangères du Sénat, jouent sans doute le rôle majeur dans une vie parlementaire qui est une vie parlementaire extrêmement active, contrairement à certaines idées reçues du passé, mais que les historiens ont contrebattu. Ce rôle des commissions sénatoriales est fondamental, notamment la commission de l'armée, présidée par Georges Clémenceau, qui procède par exemple à 125 auditions de différents membres du gouvernement pendant la période de décembre 1914 à novembre 1918, et les archives du Sénat témoignent de cette richesse. Donc la période de la guerre, de la Première Guerre mondiale, a renforcé encore ce rôle du Sénat dans la pratique constitutionnelle. Évidemment, il y a un discrédit qui arrive à la fin des années 30. On a dit l'opposition du Sénat au Front populaire, notamment de la commission des finances du Sénat dirigée par Joseph Caillaux, et une sorte de sénatophobie qui réapparaît à la gauche de l'échiquier politique, et au fond, dont l'aboutissement, en passant par la période de la Seconde Guerre mondiale et par l'esprit de la résistance et l'esprit de la renaissance constitutionnelle à la libération, aboutit à ce que le bicamérisme de la Quatrième République, la création de ce Conseil de la République sous la Quatrième, soit une sorte de mono-bicamérisme, comme l'a souligné un juriste qui réfléchissait à ces questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en dépit de ce discrédit, de cette phase de rejet du bicamérisme et de cette sous-estimation du rôle de la deuxième chambre, eh bien, il y a une remontée qui se produit sous la Quatrième République. Les étapes sont connues. 1948, le scrutin majoritaire revient, la légitimation des sénateurs redevient celle de la Troisième République, l'usage du titre de sénateur revient aussi en 1948, et puis à partir de 1955, eh bien, les sénateurs retrouvent ce rôle de coproducteurs législatifs qu'ils avaient perdu depuis 1946. Et au fond, ce qui arrive à la Ve République, c'est-à-dire la dernière phase
d'adaptation du bicamérisme à ce qu'on pourrait appeler la démocratie présidentielle. C'est une vision d'historien, les juristes diraient parlementaire présidentielle, semi-présidentielle. Je l'appellerais présidentielle, je pourrais me justifier, mais on n'en a pas le temps. Cette adaptation à la démocratie présidentielle, au fond, s'inscrit dans la logique annoncée par la remontée et le rééquilibrage du bicamérisme sous la 4e République. Les constituants de la 5e République vont choisir une voie moyenne entre le bicamérisme égalitaire, équilibré de la 3e République, et ce qu'était le bicamérisme très inégalitaire des débuts de la 4e. Simplement, il faut voir que dans l'esprit des constituants, dans l'esprit de Michel Debré, comme il le souligne devant le Conseil d'État le 27 août 1958, le Sénat est conçu dans la perspective d'un renforcement majoritaire. Au fond, on n'est pas si loin d'ailleurs de l'héritage du Directoire et de Montesquieu. Un Sénat, dit-il, dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une assemblée trop envahissante parce que trop divisée. C'est l'idée, c'est l'esprit de ce Sénat de la 5e République. D'où naturellement le retour de ce tropisme notabiliaire dont je parlais tout à l'heure. Je ne reviens pas sur le mode d'élection des sénateurs et sur cette célèbre expression, les élus du Seigle et de la Châtaigne, qui, nonobstant l'évolution récente du Sénat, a quand même marqué, en tout cas l'image et la réception qu'on se faisait du rôle du sénateur. Ensuite, il y a aussi, dans cette 5e République, un rôle de coproduction législative qui réapparaît. Les sénateurs sont à l'initiative des lois qu'ils discutent et votent contre les députés. Il y a même la possibilité, vous le savez, pour le Premier ministre, de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, mais sans vote de confiance. Simplement, la capacité d'opposition à l'exécutif est corsetée, à l'exception de la procédure de révision constitutionnelle. Néanmoins, en dépit de ce retour finalement aux origines d'un Sénat, je dirais, barrière, rempart contre les excès du législatif, deux éléments d'autonomisation quand même apparaissent pour l'historien. Ces deux éléments relevant de la pratique constitutionnelle, de la pratique historique, des pratiques de résistance oppositionnelle souvent spectaculaires. Elles ont été évoquées, le rôle de Gaston Monnerville, de la fronde anti-gaulliste de 1962, qui vaudra à la Chambre haute une période de quarantaine, des demandes de vote bloquées en permanence, le dernier mot presque systématiquement accordé à l'Assemblée nationale. Et il faut attendre l'arrivée à Matignon de Jacques Chaban-Delmas, ancien président de l'Assemblée nationale, mais parlementaire convaincu ou parlamentariste convaincu, pour voir un Premier ministre revenir assister à un débat au palais du Luxembourg. Ce qui n'empêche pas, je le répète, la résurgence de ces pratiques oppositionnelles, l'opposition de 1971, la fameuse fronde de 1971, la fameuse fronde aussi des années 80 contre les réformes sociales des gouvernements Mauroy et Fabius, l'opposition spectaculaire de l'été 1984 contre les projets Savary d'un grand service public unifié, la question préalable du 8 août 1984, tout cela traduit bien cette effervescence oppositionnelle, cette capacité oppositionnelle dont fait preuve le Sénat de la Ve République, et on l'a rappelé depuis 2011 aussi face à des pouvoirs plus récents. Le deuxième élément d'autonomisation qui découle, là encore, d'un regard historique, eh bien, c'est tout simplement la découverte de l'alternance, la découverte de l'alternance qui est une grande innovation, on en a parlé tout à l'heure. On la doit beaucoup à la loi de juillet 2003, me semble-t-il, puisque en augmentant le poids du suffrage proportionnel, du scrutin proportionnel dans l'élection des sénateurs, eh bien, on permet un rééquilibrage que l'évolution politique, évidemment, a accentué. Alors, pour conclure, et en m'excusant d'avoir été si schématique et si rapide dans le propos, cette histoire du bicamérisme sur 2 siècles est une histoire évidemment très contrastée, parce que, je le répète,
En permanence, le Sénat est en but à des critiques. Il est associé à la culture orléaniste, la culture fondatrice du gouvernement représentatif, et à des pratiques conservatrices qui ont incontestablement émaillé son rôle sous toutes les républiques. La question fondamentale étant celle de la légitimité du Sénat au cœur de la problématique, son mode de recrutement d'abord au XIXe siècle et son mode de scrutin par la suite. Bon, ça c'est la première chose. Et en même temps, on voit très bien une phase de reconnaissance du rôle du Sénat sous la Troisième République, avec cette coïncidence du Sénat et de la République radicale, donc de l'esprit d'une France des terroirs que l'on retrouve sauvegardé ici, conservé et je dirais même argumenté pour solliciter le bicamérisme. Et puis le Sénat, ce sont aussi des grandes figures, certaines ont été évoquées, de Victor Hugo au fond jusqu'à Robert Badinter, en notant d'ailleurs avec amusement, mais au fond de manière assez logique, que la plupart des grandes figures du Sénat étaient d'anciens détracteurs du bicamérisme. Ce sont aussi des grands débats, j'en ai évoqué quelques-uns, mais les grands débats, y compris sur la laïcité sous la Troisième République, se font très largement au Sénat. Les grands débats de société de la Cinquième sont aussi très inhérents au bicamérisme. C'est aussi le Sénat ou le bicamérisme la possibilité des majorités d'idées qui tranchent avec le reste de notre vie politique, c'est la possibilité de dépolitiser un certain nombre d'enjeux, et c'est évidemment la capacité à représenter les territoires. Alors en fonction de tout ça, on voit bien et on comprend que je termine dans 15 secondes, et l'on comprend que les sondages, même assez récents, qui sont faits sur le Sénat, le jugent finalement utile à l'élaboration des lois et reconnaissent finalement cette culture de coproduction législative qui est celle du Sénat. En revanche, on voit très bien que ces sondages le jugent très peu représentatif, le jugent très peu moderne, et l'on voit bien là qu'il y a des enjeux de légitimité qui se posent au Sénat d'aujourd'hui, des enjeux d'efficacité qui se posent à lui, et des enjeux qui tiennent à l'image d'opacité, d'abus qui a pu lui être associé, qui a pu être associé au bicamérisme. Là, on entre dans un terrain qui a déjà été défriché par les présidents et sur lequel je ne vais pas m'aventurer. Simplement, on voit bien qu'il y a là un enjeu d'information, un enjeu de pédagogie, un enjeu de rénovation. Il y a ici précisément des représentants à la fois du monde universitaire et du monde médiatique qui ont un rôle, me semble-t-il, décisif à jouer dans la connaissance précise de ce bicamérisme et justement dans l'amélioration de ce que pourrait être un bicamérisme rénové. Merci. Merci. Nous avons maintenant deux autres orateurs, M. Pierre Bordry. Et je demanderai aux deux orateurs qui suivent d'essayer de tenir nos délais de façon à ce que nous puissions terminer. Nous sommes déjà en retard par rapport au programme, que nous puissions terminer cette première séquence à 11 heures. Cher monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Messieurs les Présidents, Mesdames, il m'appartient de traiter de l'intérim une spécificité sénatoriale, un moment historique particulier. Le Président du Sénat a exercé ses fonctions à deux reprises, en 1969 et en 1974. Dans ces deux moments-là, j'étais son porte-parole à la présidence de la République. L'article 7 de la Constitution de la Ve République, comme vous le savez, confie au président de la Haute Assemblée la présidence de la République en cas de vacance ou d'empêchement du président élu, et s'il est lui-même empêché, ses fonctions sont alors exercées par le gouvernement. Auparavant, d'autres constitutions françaises faisaient un choix différent. Un vice-président de la République dans la Constitution de 1848, le Conseil des ministres, l'article 7 de la loi constitutionnelle de 1875, le président de l'Assemblée nationale, article 41 de la Constitution du 27 octobre 1946. Quant au référendum de 69, il proposait de retirer l'intérim au président du Sénat pour le confier au Premier ministre et par défaut
au ministre dans l'ordre protocolaire. La victoire du non, c'est là le statu quo. Les prérogatives du président, par intérim, sont l'intégralité des dispositions qui sont attribuées au président de la République, comme la ratification d'un traité, le recours à l'article 16 et les autres articles, à l'exception de l'article 11, il ne peut pas organiser un référendum, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, l'article 12, il ne peut pas entamer ou achever une procédure de révision constitutionnelle, article 89, il ne peut pas non plus approuver en Conseil des ministres l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, article 49. À un moment difficile pour la République, parce que ces moments d'intérim sont difficiles, le rôle du président par intérim est clairement d'assurer la continuité des institutions, comme lui confie ce rôle l'article 5 de la Constitution. Qui est Alain Poher et quel Sénat? Alain Poher est né le 17 avril 1909. Il est décédé le 9 décembre 1996. Il a été président du Sénat d'octobre 68 à septembre 92, un peu plus longtemps que Monnerville, mais j'observe qu'il a été moins cité jusqu'à maintenant. Issu du MRP, ancien élève de l'École des mines de Paris et de sciences politiques, collaborateur de Robert Schuman, il a fait une carrière politique sous la 4e République, conseiller de la République, sénateur, secrétaire d'État au budget en 1948 dans le gouvernement Schuman, secrétaire d'État à la Marine en 1957 dans le gouvernement Félix Gaillard. Il a été aussi commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes. Sous la 5e République, il est sénateur et il exerce brillamment la fonction de président du Parlement européen. J'ajoute qu'il est un des fondateurs de l'École nationale d'administration, que le 3 novembre 1945, sur une suggestion de Michel Debré, qui connaissait bien son action de résistant et ses qualités professionnelles, il a été nommé membre du premier conseil d'administration de l'École nationale d'administration. Il a siégé sous la présidence du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Il y a retrouvé, outre Michel Debré, Louis Joxe, Gaston Palevski, le président Jeannet, René Capitan, que l'on retrouvera par la suite. En 1969, la composition politique du Sénat se fonde sur le résultat des élections municipales de 1965. Sa majorité est dans l'opposition au gouvernement. Elle l'est depuis d'ailleurs 1962, comme il a été rappelé tout à l'heure. La tension politique est très forte entre le général de Gaulle et la Haute Assemblée. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, évite les réunions protocolaires et les ministres ne viennent plus dans l'hémicycle. En 1964, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, avait fait adopter une loi cherchant à provoquer la bipolarisation des élections municipales, union de la droite contre union de la gauche, dans les villes de plus de 30 000 habitants avec un système majoritaire de listes bloquées. Mais il n'atteint pas son objectif. Ce sont des listes appelées centristes qui ont remporté un grand succès. Ces centristes étaient en fait une coalition du CNI, des indépendants, du mouvement républicain populaire, des radicaux et du Parti socialiste. Les maires de certaines grandes villes, je rappellerai Augustin Laurent à Lille, avait un premier adjoint indépendant. Gaston Defferre à Marseille avait lui-même un premier adjoint indépendant. Il y en avait bien d'autres, et c'est ça qu'on a appelé à l'époque le centrisme. Et ce centrisme-là a été le fondement de la majorité sénatoriale pendant de nombreuses années. En 1965, Gaston Monnerville s'était représenté pour la dernière fois comme président du Sénat. Il a été élu à la majorité absolue à 1 voix. Mais il est intéressant de noter que le mouvement républicain populaire n'avait pas pris part au vote, parce qu'il était sans doute divisé. Le président Poher lui-même avait voté Gaston Monnerville. En octobre 1968, Gaston Monnerville ne se représente pas. Et Alain Poher, président du Parlement européen, qui n'était pas candidat au premier tour et au deuxième tour, est élu à la majorité absolue au 3e tour. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il n'avait pas fait acte de candidature d'une façon formelle et que son nom n'était même pas imprimé sur les bulletins. Les sénateurs ont écrit son nom sur des bulletins blancs, ce qui montre la confiance que cette majorité lui apportait.
Sa majorité était constituée des indépendants, du mouvement républicain populaire, des radicaux et du Parti socialiste SFIO, qui souhaitaient choisir une personnalité qui renouerait le dialogue avec le général de Gaulle dans le but d'éviter le référendum sur le Sénat. Et rares à l'époque étaient les sénateurs qui prévoyaient l'échec du oui. Tout le monde était dans le souvenir du oui au référendum de 1962. Le président du Sénat, dès son élection, renoue le dialogue avec le président de la République, qui avait été donc interrompu depuis 1962. Les visites protocolaires du bureau du Sénat reprennent, les entretiens personnels entre les deux présidents se multiplient, et les ministres, dès cette époque et avant Chaban-Delmas, reviennent devant le Sénat, y compris le Premier ministre. Il y a un changement tout à fait réel. Les 25, 27 et 28 avril 1969 seront des journées décisives pour l'intérim. La première mise en œuvre des dispositions de l'article 7 de la Constitution est intervenue dans un contexte politique particulier. En effet, le 25 avril au soir, le général de Gaulle, informé d'une possible victoire du non, fit une déclaration solennelle à la télévision dans laquelle il déclara notamment, je cite, « Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Alors, comment sera maîtrisée la situation? Dans l'ébranlement national que provoquera une telle rupture. » Le même soir, Alain Poher, seul orateur du non à la télévision, déclara qu'il n'avait jamais souhaité le départ du général de Gaulle en cas d'échec du référendum, et il prit l'engagement solennel devant les Français que si le général de Gaulle quittait ses fonctions, il n'y aurait pas de chaos, puisqu'il exercerait les fonctions que lui confère l'article 7 de la Constitution. Le dimanche soir 27 avril, à 20h, tout le monde apprend que le non l'emporte et s'attend à la démission du général de Gaulle. Un climat politique très étrange s'installe dans la soirée. Certains s'interrogent sur la mise en application des dispositions constitutionnelles. Diverses rumeurs circulent. D'autres, comme Jean Le Canuet, poussent Alain Poher à annoncer immédiatement sa candidature au présidentiel. Guy Mollet, patron de la SFIO, lui-même annonce qu'il votera Alain Poher au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais Alain Poher ne s'intéresse pas à cet instant à cette question. Sa seule préoccupation est la continuité des institutions de la République. Maurice Couve de Murville, Premier ministre, quant à lui, réunit dans la soirée les membres du gouvernement. Ceux-ci sont divisés. Les uns, comme Capitan, Debré, Malraux, veulent une démission collective immédiate. Et d'autres, comme Roger Frey, s'y opposent, pensant qu'il est préférable de rester en fonction pour la campagne présidentielle. Finalement, vers 23 heures à la télévision, le Premier ministre reconnaît la défaite du oui et précise que le gouvernement assure, pour le moment, et pour sa part, la continuité des pouvoirs publics. Mais il ajoute « Il va commencer pour tous les Français une période difficile, peut-être une période de trouble, au cours de laquelle le pays va être appelé à se prononcer sur son avenir. » Il laisse même entendre que des incidents pourraient se produire dans le quartier latin au cours de la nuit. On n'est pas loin de 1968. Que va-t-il se passer? Selon les observateurs de l'époque, le service d'action civique, le SAC, est mobilisé. Des troupes blindées sont, depuis quelques jours, mises en état d'alerte. Le Sénat est entouré de nombreuses forces de police. Le président du Sénat cherche à joindre le Premier ministre. Le Premier ministre est aux abonnés absents. On n'arrive pas à le joindre. Le gouvernement ignore le président du Sénat. Pendant ce temps, des préfets, se disant fidèles à la Constitution, appellent Alain Poher pour lui dire leur soutien et leur fidélité. Finalement, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, tard dans la nuit, annonce au président Poher qu'il a pris les affaires en main. Le 28 avril, tôt le matin, un communiqué tombe sur les fils de l'AFP, un communiqué laconique de Colombet. « Je cesse mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » C'est au Conseil constitutionnel qu'il appartiendra de constater la vacance de la présidence de la République et de proclamer le président par intérim. À cet instant, je vais citer principalement François Luchaire
et ses propos dans les cahiers du Conseil constitutionnel. François Luchaire est professeur de droit, bien connu. Il est membre du Conseil constitutionnel. Il a été nommé par Gaston Monnerville. Commençait à courir, écrit-il, une rumeur selon laquelle le Conseil constitutionnel prendrait acte de la vacance, mais ne se prononcerait pas sur la nature de l'autorité devant l'assuré. Dans ce cas, le gouvernement constaterait que le président du Sénat ne pouvait exercer cet intérim et assurerait lui-même les fonctions du président de la République. Selon François Luchaire, le débat fut difficile. Puis finalement, la délibération fut claire. Le Conseil constitutionnel déclara que l'intérim revenait au président du Sénat. Cette décision souligne donc que c'est bien le président du Sénat qui remplace le président de la République démissionnaire. Mais aussitôt après l'adoption de cette délibération, une controverse s'est élevée entre François Luchaire et le président du Conseil constitutionnel, Gaston Palevski. Il s'agissait de savoir qui notifierait cette décision au président du Sénat. Gaston Palevski s'y refusa. Ancien directeur du cabinet du général de Gaulle, il lui semblait contraire à son tempérament, comme à ses sentiments, de se rendre chez Alain Poher pour l'inviter à prendre la place du général de Gaulle, alors qu'il avait lui-même, le 28 décembre 1965, rendu visite au général de Gaulle pour lui confirmer qu'il était président de la République. François Luchaire, à l'époque, a insisté beaucoup au Conseil constitutionnel pour que la décision soit transmise au président du Sénat. Après une discussion assez complexe, il a été convenu que Gaston Palevski écrirait à Alain Poher une lettre pour lui faire part de cette décision. Mais il ne voulut pas la remettre directement. Il l'a remis au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui était chargé de la remettre au secrétaire général du Sénat, François Gauguel. Cette procédure, une fois adoptée, François Luchaire est venu à côté du président du Sénat pour l'informer de la décision qu'avait prise le Conseil constitutionnel. À midi, la lettre n'était toujours pas arrivée. Et la question se posait, que doit-on faire? Alain Poher devait-il se rendre à l'Élysée de son propre chef? Mais voici heureusement qu'à midi et 7 minutes, François Gauguel, secrétaire général du Sénat, apporte sur un plateau d'argent la lettre du président du Conseil constitutionnel. Alain Poher pouvait donc se rendre à l'Élysée, ce qu'il fit dans l'après-midi. En fin de matinée, après que François Luchaire eut informé Alain Poher de la décision prise par le Conseil constitutionnel, le président du Sénat a envoyé en éclaireur à l'Élysée le nouveau secrétaire général Bernard Bec, le directeur de cabinet Arnaud Tardant et moi-même en tant que porte-parole. J'avais pour mission d'accueillir tous les journalistes, de leur expliquer l'article 7 de la Constitution et de désamorcer toute éventuelle polémique. Bernard Tricot remet à Bernard Bec les clés des coffres, lui précise que tous ces coffres sont vides, aucun dossier n'est transmis, pas même la liste des journalistes accrédités. Mais Bernard Tricot indique à Bernard Bec que tous les collaborateurs du général de Gaulle vont quitter l'Élysée, mais que seul Jacques Faucard est prêt à rester aux affaires africaines et malgaches avec tous ses collaborateurs. Le président Alain Poher se rend à l'Élysée dans l'après-midi. Il convoque le président du Conseil constitutionnel pour que les choses soient claires et il convoque le Premier ministre. L'entretien avec le président du Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, le connaissait depuis très longtemps, se passe normalement. C'est une rencontre de principe. Avec le Premier ministre, c'est plus compliqué. C'est en fait la première cohabitation qui commence avec une situation assez particulière par rapport aux suivantes, puisque le gouvernement a perdu les élections, le président a gagné, si on peut dire, en tout cas est dans le camp des gagnants du référendum, et les choses ne sont pas si simples. Le Premier ministre, en tout cas, n'a pas démissionné, bien qu'il ait perdu les élections. Alors Maurice Couve-de-Marville, en premier lieu, confirme à Alain Poher que Jacques Faucard souhaite rester en fonction pour que la présidence ait une visibilité en Afrique et aurait même ajouté qu'il avait d'autres activités. Alain Poher convoquera Jacques Faucard en fin de journée, lui fera savoir qu'il doit immédiatement quitter ses fonctions, qu'il est remplacé par Daniel Pépi.
tous les collaborateurs de Focard quittent l'Élysée à cet instant même. Ensuite, l'entretien porte sur les propos qu'avait tenus Couve de Murville dans la soirée du dimanche soir, et on lui demande pourquoi il était injoignable. Il a été plutôt fuyant en cette matière. Divers rapports ont été faits de cet entretien. Puis l'entretien porte sur la démission et la nomination de ministres. René Capitan est parti. Il a adressé une lettre ouverte de démission au président Poher, qui est publiée dans les journaux. Mais Alain Poher, qui ne veut pas d'incident, dit à Couve de Murville qu'il est surpris que René Capitan ne connaisse pas la Constitution et qu'il aurait dû adresser sa lettre au Premier ministre, article 8 de la Constitution. Puis Maurice Couve de Murville informe Alain Poher que Jean-Marcel Jeanneney, ministre d'État chargé de la régionalisation et de la réforme du Sénat, qui, bien que le référendum ait échoué, veut absolument rester au gouvernement. Le Premier ministre propose qu'il change de fonction et fasse l'intérim du ministère de la Justice, ce que M. Poher accepte. Enfin, il fixe la date du prochain Conseil des ministres au 2 mai, le 2 mai ayant l'avantage d'être après le 1er mai. Le 1er mai étant un jour de manifestation, il avait été jugé préférable d'attendre ce jour-là pour tenir le Conseil des ministres dans un souci de calme de la République. Maurice Couve de Murville s'en va. D'autres questions demeurent. Le drapeau doit-il être hissé sur le toit de la présidence? On avait dit à la garde républicaine que ce n'était que le président du Sénat et qu'il n'y avait pas lieu de monter le drapeau. Débat sur la transmission des insignes de la Légion d'honneur. Grosse difficulté sur la transmission du commandement de la défense nationale, alors que le président de la République, article 15 de la Constitution, est le patron de la défense nationale. Puis le Conseil des ministres se déroule le 2 mai. C'est l'article 9, donc le président par intérim l'exerce. Le président s'attendait à des difficultés ou à des polémiques, notamment de la part de Malraux. Malraux ne dit rien. Mais par contre, Michel Debré, que Poher connaissait depuis longtemps et qu'il avait connu au Sénat, fait une très violente diatribe sur l'Europe, contre l'Europe, telle que M. Poher la voyait, et sur l'incapacité de M. Poher à présider le Conseil des ministres. La situation est assez tendue. À ce jour-là, Joël Le Teul, qui était ministre porte-parole du gouvernement, rend compte de cette séance gouvernementale. Et je l'accompagne. Et au moment où Le Teul commence à parler, on apprend par les dépêches AFP que Michel Debré a fait sa déclaration en dehors du Conseil des ministres. Il a répété ce qu'il avait dit en séance. J'appelle M. Poher, qui me dit surtout ne répondez pas, je répondrai tout à l'heure. Et M. Poher m'a fait répondre plus tard. Michel Debré ne connaît pas la manière dont le général de Gaulle conduisait le gouvernement. Seul le ministre porte-parole est appelé à parler du compte-rendu du Conseil des ministres et M. Debré n'avait rien à dire. Puis on passe au choix de la date des élections présidentielles qui sera fixée le 1er et le 15 juin. M. Poher choisit de prendre la date la plus lointaine car il n'envisage nullement d'être candidat au présidentiel. Mais il faut savoir qu'au début du mois de mai, un sondage de l'IFOP crédite Alain Poher de 56% des intentions de vote au deuxième tour, ce qui donnait à son rôle un poids particulièrement important. Mais la préoccupation unique du président Poher est de tenir son engagement du 25 avril, l'application stricte de la Constitution, la continuité de la République. Il fait par exemple le choix de ne pas occuper le bureau du général de Gaulle à l'Élysée pour ne pas provoquer, disait-il. C'est dans ce contexte difficile que se présente en quelque sorte la première cohabitation. M. Poher est tenu de rappeler à l'ordre l'ORTF, qui est inéquitable à l'égard des candidats. Le 29 avril, c'est la candidature de Pompidou qui est annoncée. Ça va dans la bonne direction, puisque Pompidou ne conteste pas l'intérim et rentre tout de suite dans la campagne électorale présidentielle, je vais dire normale. La candidature de Jacques Duclos, qui a été une très belle campagne électorale puisqu'il a terminé à 21,23% des suffrages. La candidature de Gaston Defferre, qui finalement ne fera que 5,01% des voix avec Pierre Mendès France. La candidature de Michel Rocard, qui fit 3,61% des voix, et Alain Krivine, qui fit 1,06% des voix. M. Poher se déclara en dernier le 12 mai.
23,31% des voix. Il était deuxième au résultat du premier tour. Comme il ne voulait pas utiliser l'Élysée pour annoncer sa campagne électorale, comme il n'avait pas de QG électoral à cet instant, il a décidé de me demander à moi-même d'annoncer sa candidature à la presse. Et il m'avait dit « Faites-le à la salle de presse du Sénat ». Et ceux qui connaissent la salle de presse du Sénat savent qu'elle est assez restreinte. J'ai donc dû le faire dans la salle René Coty, pas loin d'ici. Il y avait un grand nombre de journalistes et j'ai lu le communiqué et j'avais interdiction d'entrer en débat avec les journalistes. M. Poher n'avait pas voulu lui-même, pour ne pas mélanger les pouvoirs, annoncer sa candidature. La candidature d'Alain Poher aurait pu en effet conduire à contester la pratique de l'intérim, mais dans la mesure où sa priorité a été la continuité des institutions et qu'il n'a été candidat que faute d'autres volontaires de sa famille politique, l'exercice de l'intérim a eu toute sa place. J'ajoute que, quoi qu'il ait été écrit par la suite, les relations Pompidou-Poher ont vite retrouvé un mode apaisé après les élections, grâce notamment à Chaban-Delmas. 1974, le deuxième intérim. Le 2 avril 1974, lors de l'ouverture de la session parlementaire, le président Poher est informé par l'Élysée que le président de la République est au plus mal. Le secret est bien gardé. Par exemple, le ministre des Relations avec le Parlement, présent au Sénat, ne semble pas informé. Le président par intérim prendra ses fonctions dès le lendemain dans des conditions normales. La transmission des pouvoirs se passe dans la sérénité. Édouard Balladur est secrétaire général de l'Élysée. Philippe Séguin est conseiller du président. Denis Baudouin est porte-parole. Jacques Chirac est ministre de l'Intérieur. Tous ces gens soutiennent dès le premier jour le président intérimaire et ne contestent pas les pouvoirs de l'intérim. Et même Jacques Foccart, de lui-même, quitte ses fonctions et rejoint Matignon. Alors, je vais raccourcir un peu mes propos. Ce qui est important, c'est que M. Poher ratifie la Convention européenne des droits de l'homme, Michel Jobert étant ministre des Affaires étrangères. Cette ratification a pris place le 3 mai 1974. Elle est particulièrement importante. Il y avait un lobby qui espérait que le temps serait dépassé et qu'on ne pourrait pas promulguer dans les délais normaux cette ratification. Ça a donc été une bataille entre M. Poher et M. Jobert. Et M. Poher a obtenu satisfaction puisqu'il a obtenu la publication de la ratification de la Convention. M. Poher est intervenu dans la campagne électorale afin que la neutralité de l'État et de la télévision et de l'ensemble des médias soit particulièrement garantie et que l'équité soit réelle. Les scrutins ont été fixés au 5 mai et au 19 mai. Une grande campagne dans la presse s'était développée, selon laquelle les élections outre-mer, la campagne électorale risquait de ne pas être tout à fait transparente et qu'il risquait d'y avoir des problèmes. M. Poher convoque le président Chenot, qui était vice-président du Conseil d'État et président de la commission de contrôle des élections, et lui demande d'envoyer des magistrats pour contrôler la campagne électorale dans tous les départements et territoires d'outre-mer, de façon à ce que les choses soient claires. Et M. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, engage une polémique avec M. Chenot pour lui dire qu'il ne lui semble pas que ce soit la réalité des fonctions de la Commission de faire ce travail. Alors ce que l'on craignait, et M. François Mitterrand, qui était candidat, s'en était fait l'écho auprès de M. Poher, c'est par exemple que M. Mitterrand soit en tête en France métropolitaine et battu par l'outre-mer, ce qui aurait créé des difficultés politiques particulièrement grandes. Il fallait absolument que les résultats de l'élection présidentielle ne soient pas contestés. Finalement, après les élections, le Conseil constitutionnel s'est félicité du contrôle outre-mer, puisqu'il n'y a pas eu de débat compliqué, en tout cas, sur le résultat des élections. Enfin, M. Poher a demandé à un journal, François, de ne pas publier un sondage la veille du deuxième tour des élections présidentielles. En fait, M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing, qui étaient les deux derniers candidats en lice, s'étaient fait l'écho d'une difficulté qui était que le journal François publiait en général le samedi matin un sondage sur le résultat des élections. Et comme on savait que la période nous indiquait, les sondages nous indiquaient que l'élection était à 50-50, si le sondage est publié par François,
Les hommes politiques n'ont plus le droit de parler le samedi, la campagne est terminée, donc ce seraient les journalistes qui auraient pris parti pour tel ou tel candidat. Donc M. Poher a recommandé à François de ne pas publier le sondage. Ça a été une affaire complexe. J'ai été chargé de porter une lettre au journal et j'ai discuté à un bon moment de la soirée avec les journalistes de François et le directeur Amouroux, et nous avons obtenu que le sondage ne soit pas publié par François, mais seulement la lettre du président Poher. Et les médias, toute la journée du samedi, au lieu de parler de la campagne électorale, ont parlé de cette lettre et de l'influence du président Poher qui avait obtenu que le journal ne publie pas ce sondage. En conclusion, je voudrais dire que la mise en œuvre de cet article 7 assure en effet la continuité de l'État en confiant l'intérim de la présidence de la République en premier lieu au président de la Haute Assemblée. Cet article fait du président du Sénat le deuxième personnage de l'État et je dirais que ces dispositions de la Constitution, qui ont été confirmées par le rejet de la réforme de l'article 7 par le peuple le 27 avril 1969, que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril et que la manière dont le président Alain Poher a exercé ses fonctions ont consacré le rôle dévolu au président du Sénat et contribué à faire du Sénat une institution essentielle de la Ve République, puisqu'elle assure, par son président, la stabilité de nos institutions démocratiques et républicaines dans des moments de crise. Merci bien. Je voudrais vous remercier, mais profiter de ce que j'ai le micro pour dire quelque chose de personnel. J'ai exercé la fonction 2 fois, à 2 reprises, de président d'une autorité publique indépendante. Je voudrais dire que j'ai entendu parler d'anomalie du Sénat. Je pense qu'il y a une anomalie dans ces autorités publiques indépendantes et qu'il faudrait réfléchir à ce qu'elles soient un peu plus responsables devant les assemblées parlementaires. Mais c'est une réflexion pour l'avenir, ce n'est pas mon sujet du matin. Merci beaucoup. Pour un prochain colloque, donc. Alors la parole est maintenant à Monsieur De Rosier qui va nous transporter hors de France. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, nous allons entamer un petit voyage en dehors de nos frontières, puisque je dois vous dresser une typologie du bicamérisme hors de France. Bien évidemment, il est exclu que je vous transporte dans tous les pays bicaméraux du monde, car cela va nous emmener bien plus que les 20 minutes qui me sont imparties pour faire cette communication. Je me limiterai donc essentiellement à l'Europe, peut-être évoquerai-je d'autres grands pays du bicamérisme tels les États-Unis, le Canada ou la Russie, mais essentiellement en Europe. C'est d'ailleurs en Europe que le bicamérisme est apparu, je parle sous le regard de l'historien qui est à côté de moi, et il est apparu en étant synonyme pendant très longtemps, et peut-être l'est-il encore aujourd'hui, de conservatisme. Le bicamérisme, c'est le symbole du conservatisme, le symbole de l'existence de 2 catégories de personnes. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été introduit en France, le Sénat, par la Constitution de l'an 8, portait le nom officiellement de Sénat conservateur. Il ne fallait pas y voir là, bien évidemment, un côté politique et bien davantage un côté juridique conservateur de la chose constitutionnelle, mais néanmoins cet aspect, cette dimension conservatrice s'est poursuivie au fil des âges, au point que encore aujourd'hui on s'interroge de savoir si le Sénat et le bicamérisme français est véritablement progressiste. En dehors de nos frontières, disais-je, le bicamérisme est synonyme de conservatisme en ce que il est apparu en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour séparer le peuple bourgeois et chevalier de la noblesse et du clergé, et c'est ainsi que l'on a commencé à parler d'une chambre basse et d'une chambre haute. Et d'ailleurs,
lorsque Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, présenta le bicamérisme dans son célèbre de l'esprit des lois. Et il ne fallait pas compter sur lui, bien entendu, avec un nom pareil pour faire œuvre de progressisme, et il justifia ce bicamérisme par son esprit conservateur. Je cite brièvement, il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs, et pour synthétiser, ils ne doivent pas se mélanger avec le bas peuple. Il faut leur offrir une chambre spécifique. C'est là l'origine de cette double représentation, notamment en dehors de nos frontières. Et sans doute peut-être parce qu'il y a cette dimension conservatrice, le bicamérisme aujourd'hui en Europe n'est absolument pas prédominant. C'est le monocamérisme qui prédomine. Dans les 28 États de l'Union européenne, il y en a 15 qui sont monocaméraux et 13 qui sont bicaméraux. Presque une égalité. Mais si l'on va au-delà et que l'on regarde les 5 États qui pourraient devenir membres de l'Union prochainement, ils sont tous monocaméraux. Et si l'on élargit ensuite au-delà des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne mais qui sont en Europe, ils sont tous, là encore, non pas tous, il y en a 5 qui sont monocaméraux et 5 qui sont bicaméraux, ce qui porte au total à 25 États monocaméraux et 18 États bicaméraux. Qu'est-ce que vient justifier alors le bicamérisme ? Quelles interrogations peut-on avoir? Y aurait-il notamment, puisque l'on parle d'une représentation de la nation, d'une représentation des territoires, y a-t-il un lien précisément entre la taille de l'État par son territoire et la taille de l'État par sa population qui pourrait déboucher sur un bicamérisme? De prime abord, on pourrait trouver un tel lien, et on ne s'étonne pas qu'un pays tel que Malte, qui fait 316 km² pour 400 000 habitants, soit monocaméral, de même pour Luxembourg, Chypre ou le Danemark, et à l'inverse, on ne s'étonne pas que les États parmi les plus grands d'Europe soient bicamérales, tels la Russie, bien entendu, plus grand pays du monde et fédération, la France, plus grand pays de l'Union européenne, ou encore l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni, les plus grands pays par leur taille ou leur population ne sont pas monocaméraux, sont bicaméraux. Mais on a néanmoins des surprises. La Turquie, par exemple, qui est l'un des plus grands États d'Europe, avec 783 000 km² et 76,7 millions d'habitants, est un État monocaméral. De même, l'Ukraine, qui est l'État le plus grand de l'Europe continentale, avec 603 000 km², en dehors de la Russie bien sûr, est un État monocaméral. Et dans l'Union européenne, la Grèce, qui est un État relativement grand et peuplé, est un État monocaméral, ou encore la Suède ou la Finlande. À l'inverse, surprise dans l'autre sens, la Slovénie, qui fait partie des plus petits États d'Europe, avec 20 000 km² et 2 millions d'habitants, est un État bicaméral, ou encore l'Irlande, qui ne compte que 4,5 millions d'habitants et 70 000 km², est un État bicaméral. Voilà, je ne rentrerai pas davantage dans ces études statistiques et cette description géographique de l'Europe, mais je voulais dresser rapidement ce petit portrait. Alors, quels sont les enjeux du bicamérisme moderne en dehors de France? Eh bien, le bicamérisme, c'est au Parlement, et donc à l'instar de tout Parlement, c'est représenter, légiférer et contrôler, les 3 missions classiques d'un Parlement, et avec un bicamérisme, c'est représenter, légiférer, contrôler doublement, à double voix, avec 2 chambres. Il s'agit donc aujourd'hui de dépasser ce conservatisme par une nouvelle légitimité du bicamérisme qui ne repose pas sur une différence de corps, sur une différence de sang, mais sur autre chose, par exemple le territoire. Et au-delà de cette légitimité, une justification à ce bicamérisme. Pourquoi existe-t-il? Que vient-il faire? Et en quoi est-il utile? Eh bien, ce sont ces différentes questions que je vais essayer de vous présenter brièvement en évoquant, en étudiant la légitimité
légitimité du bicamérisme en vous démontrant qu'il est effectivement légitimé, puis sa justification en vous exposant en quoi est-ce qu'il est justifié, et vous aurez compris que moi-même je suis un horrible conservateur puisque je tombe dans ce plan en deux parties qui sera également suivi de deux sous-parties, d'une part un bicamérisme légitimé et d'autre part un bicamérisme justifié. Cette légitimité du bicamérisme, dans un premier temps, repose bien évidemment sur sa représentation, sur ce que représentent les deux chambres du Parlement. Et s'il y a deux chambres, c'est que la représentativité est différenciée. Elle ne représente pas la même chose. Et cette différenciation est véritablement recherchée. Une représentativité différenciée d'une part et une différenciation recherchée d'autre part, seront les deux temps de cette première partie. Une représentativité différenciée, cette légitimité différente est la raison d'être du bicamérisme. Que ce soit dans les temps anciens, comme au XIVe siècle, lorsque, pour la première fois, le Parlement d'Angleterre s'est réuni en deux chambres sous le règne d'Édouard III, c'était pour, comme je le disais, ne pas mêler deux catégories de personnes au sang différent qui ne devaient donc pas se mélanger. Et aujourd'hui, cette raison d'être a disparu, sauf en Angleterre, mais on cherche encore à différencier les légitimités, notamment en faisant reposer pas seulement, mais dans la plupart des cas, sur une légitimité du peuple d'une part et du territoire d'autre part. Cela a pour conséquence immédiate que ce que l'on appelle parfois le bicamérisme égalitaire et que l'on décrit pour évoquer soit l'Italie jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ou même la France quelque part fait office d'un exemple de bicamérisme égalitaire, est parfaitement inexact. Le bicamérisme égalitaire n'existe pas, ne peut pas exister, puisque ce à quoi on fait référence en disant cela, c'est éventuellement la législation, la procédure législative, mais ce n'est pas la seule mission d'un Parlement. Il y a représenter et contrôler, comme je le disais tout à l'heure, et dans ces autres missions, il y a toujours au moins une différenciation nécessaire, sinon le bicamérisme ne se justifierait absolument pas, on ferait deux fois exactement la même chambre. C'est dans la représentation, dans la représentativité, il y a une légitimité nécessairement différente, et sans avoir étudié tous les États du monde qui ont des parlements bicaméraux, je suis assez prêt à parier pour dire qu'il n'y en a aucun qui présente un Parlement avec deux chambres reposant exactement sur la même légitimité. Cette différenciation, donc, est également recherchée. Recherchée parce que l'on souhaite créer une double représentation. Si le Parlement représente la nation dans les démocraties modernes, la nation renvoie à une représentation du peuple et d'autre chose. De quoi? De quoi, et ensuite, comment représenter cette autre chose? Traditionnellement, classiquement, ce sont les territoires que l'on représente, mais pas toujours. On représente également, parfois, des catégories de personnes. Alors une double représentation de quoi d'abord? Comme je le disais, des territoires ou d'une catégorie de personnes. Territoire, c'est le plus classique, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des parlements bicaméraux, en Allemagne bien sûr, classique avec le Bundesrat qui représente les Länder, le Sénat américain qui représente les 50 États, en Autriche, en Belgique, je ne vais pas vous le réciter toute la liste, mais la plupart des États européens représentent les territoires. La France également bien sûr, qui représente les territoires, mais qui, en 1969, cela a été évoqué tout à l'heure, a failli représenter, en plus des territoires, autre chose, puisque la révision de 1969 proposait de transformer le Sénat, de le régionaliser, toujours en conservant une représentation des territoires des régions, mais en y associant une représentation des activités économiques, sociales et culturelles, afin de fondre dans le Sénat le Conseil économique et social. Et il y a d'autres États européens rares, deux a priori, en plus du Royaume-Uni, qui représentent ainsi des catégories de personnes. C'est l'Irlande,
qui envoie dans la deuxième chambre des représentants professionnels élus par des panels professionnels, des représentants des universitaires. Les universitaires désignent des représentants ès-qualité à cette deuxième chambre, et le Premier ministre est en charge également de nommer un certain nombre de membres de cette deuxième chambre. De même, en Slovénie, on a un petit peu le pendant de ce Sénat de 1969 où les communautés locales sont représentées, mais les syndicats désignent également des membres de la deuxième chambre. Je ne reviens pas sur l'exemple de la Chambre des Lords, si ce n'est pour évoquer très brièvement la profonde réforme dont cette Chambre a fait l'objet en 1999 afin de mettre un terme à la pairie héréditaire. Nul ne peut être père par voie d'hérédité. Les anciens pères héréditaires sont appelés désormais à élire 90 d'entre eux pour siéger à la Chambre des Lords à vie, et les autres pairs sont nommés par la reine sur proposition du Premier ministre. Un quatrième et dernier exemple qui mérite d'être mentionné, qui n'est pas encore dans l'Union européenne, qui pourra la rejoindre un jour, c'est celui de la Bosnie-Herzégovine, où la deuxième chambre, vous connaissez cette particularité de la Bosnie-Herzégovine qui réunit en réalité presque 3 États, ou en tout cas 3 ethnies. Eh bien, la deuxième chambre représente précisément ces 3 ethnies, bosniaques, serbes et croates, à raison de 5 membres par ethnie. Alors, double représentation de quoi? Je l'ai dit, territoire aux catégories de personnes. Double représentation, comment? Classiquement, on a une désignation par l'élection, ce qui est conforme à la démocratie, qu'elle soit directe ou indirecte, et généralement, lorsqu'il s'agit d'une représentation du territoire, la base est alors régionale, alors qu'elle est inscrite nationalement, je dis inscrite nationalement parce qu'il y a des circonscriptions, mais dans une perspective nationale pour la première chambre, celle représentant le peuple, tandis que lorsqu'il s'agit de représenter les territoires, la base d'élection est régionale. Que ce soit au suffrage universel direct ou au suffrage universel indirect, on a un petit peu de tout, et parfois les deux qui se mélangent, comme en Belgique ou en Espagne. Mais il arrive également qu'il s'agisse de membres nommés ou de membres de droit. J'avais cité les membres nommés par le Premier ministre en Irlande tout à l'heure. Les membres de droit, c'est l'exemple classique du Bundesrat allemand, où ce sont des représentants du gouvernement des différents Länder, dont le nombre de représentants varie en fonction de la population du land en question et de son poids au Bundesrat. De même, autre exemple encore qui fait figure de grande exception, bien sûr, c'est l'exemple britannique avec la Chambre des Lords, où il n'y a pratiquement que des membres nommés, puisque certes, les pairs héréditaires élisent 90 d'entre eux, mais bon, ils ont quand même été pairs héréditaires à un moment donné de leur vie, et cela résulte d'une nomination. Voilà comment ce bicamérisme est légitimé, et ce que je dis à propos du bicamérisme hors de France me paraît tout aussi valable et éclairer le bicamérisme français. Ce bicamérisme, en plus d'être légitimé, est également justifié. Lorsque l'on crée une double représentation, c'est pour des fins spécifiques, pour un objectif particulier. On assigne des missions au Parlement, des missions aux deux chambres, au-delà de la représentation, cette mission du contrôle et cette mission de la législation. Et ces missions peuvent être soit différenciées, en fonction des deux chambres, soit dédoublées, et elles sont alors quasiment identiques dans les deux chambres. Voyons ce qu'il en est des missions différenciées et des missions dédoublées. Des missions différenciées, je procéderai systématiquement dans ces deux temps, en analysant d'une part la différenciation dans la législation, et puis la différenciation dans le contrôle. Différenciation dans la législation, c'est-à-dire des compétences différentes affectées à chacune des deux chambres dans la procédure législative. Cela a un but très clair, c'est d'assurer l'efficacité de la décision. En réalité, lorsque l'on procède ainsi, assez classiquement, on donne le soin de faire la loi à l'une des deux chambres, celle qui représente le peuple, la première chambre, et on donne la possibilité à la deuxième chambre de fournir un avis, de proposer des amendements,
d'amendements, parfois d'amender, mais c'est toujours la première chambre qui a la décision. Il en va ainsi notamment en Allemagne, où le Bundesrat a parfois un veto absolu lorsque la loi concerne les compétences des Länder, ou un veto surmontable par un vote à la majorité absolue du Bundestag, la première chambre, et en revanche ne peut pas amender directement le texte, sauf par la voie de présentation d'amendements, mais qui doivent être ensuite intégrés. Le Bundesrat ne peut pas les intégrer lui-même, qui doivent être ensuite intégrés par le Bundestag. Il en va un petit peu différemment en Autriche et en Espagne, où les chambres ont également un veto suspensif seulement. Il peut toujours être surmonté par l'autre chambre, et en revanche un droit d'amendement. Et c'est également le cas du Royaume-Uni, où là, pour le coup, le veto de la Chambre des Lords est véritablement suspensif, en ce qu'il diffère le vote d'un an. Initialement, la Chambre des Lords avait un véritable droit de veto, et au début du XXe siècle, en 1911, si ma mémoire est exacte, on a supprimé ce droit de veto par un veto suspensif de 2 ans, rapporté à 1 an à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, si ma mémoire est exacte, encore une fois. Mission différenciée également dans le contrôle. Ici, cette différenciation est quasi systématique et généralement importante. La logique est la suivante. Le gouvernement est responsable devant la nation, donc généralement devant les 2 chambres du Parlement, comme c'est le cas en France et comme cela a été rappelé par le président Bell tout à l'heure. Mais cette responsabilité ne peut directement être mise en cause, c'est-à-dire comprenez censure ou renvoi du gouvernement, seulement par le peuple, donc par les représentants du peuple, donc par la première chambre. Cela a généralement une conséquence directe quant au droit de dissolution du Parlement. On ne peut dissoudre que la chambre devant laquelle le Parlement est pleinement responsable, c'est-à-dire la première chambre. Il faut signaler un contre-exemple, le contre-exemple espagnol, où le gouvernement ne peut être censuré que par la première chambre, mais il peut en retour censurer les 2. Voilà pour la différenciation. Voyons ce qu'il en est du dédoublement. Des missions dédoublées, j'ai bien noté, Monsieur le Président, qu'il me reste 2 minutes, et je m'y tiendrai. Des missions dédoublées dans la législation, cela tend à rechercher une véritable discussion, associer pleinement la deuxième chambre à la discussion législative, mais cela n'est pas sans risquer un blocage. C'est pourquoi parfois l'inégalité est moindre et on les associe pleinement, tout en laissant un dernier mot in fine, comme en France, mais également en Belgique sur certaines matières à la première chambre. Le contre-exemple notoire, ou l'exemple de l'égalité parfaite en matière législative, c'est l'Italie, et c'est la raison pour laquelle le Sénat italien est moribond aujourd'hui et qu'il risque fortement de disparaître dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En revanche, il y a un domaine législatif où l'égalité est presque toujours parfaite, c'est le domaine constitutionnel, ou même dans les États où la deuxième chambre n'est que nommée ou composée de membres de droit, l'égalité est parfaite. Je pensais par exemple à l'Allemagne, mais ce n'est pas toujours le cas. En Espagne, en Autriche, la première chambre peut dépasser le vote de la première, même en matière de révision constitutionnelle. Quelques mots sur des missions dédoublées dans le contrôle. C'est là un dédoublement problématique. Je cite à nouveau l'exemple italien, où le gouvernement est encore aujourd'hui responsable devant les 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, ce qui lui impose de toujours composer avec différentes majorités, et ce qui n'est pas sans expliquer l'instabilité gouvernementale italienne, et à justifier cette phrase célèbre du nouveau président du Conseil, qui a dit, d'une part, je suis le premier président du Conseil italien à ne pas pouvoir être membre de votre noble Assemblée, puisqu'il a 38 ans et qu'il faut en avoir 40 pour siéger au Sénat. Et d'autre part, je serai le dernier président du Conseil à susciter votre confiance, puisque je vais vous réformer et, entre guillemets, vous assassiner. Voilà pour ce panorama. Quelques mots conclusifs dans les quelques secondes qui me restent. Pour cette typologie, vous l'aurez compris, le bicamérisme aujourd'hui repose essentiellement sur la territorialité, et c'est pourquoi il me semble parfaitement impropre
de parler de chambre haute et de chambre basse. Cela prône le conservatisme qui n'a plus lieu d'être en matière de bicamérisme et que tout au long de ma communication, vous l'aurez entendu, je parlais de première et de deuxième chambre, ce qui me semble beaucoup plus justifié. Deuxième élément conclusif et dernier, ce bicamérisme est donc nécessairement inégalitaire, comme je vous l'ai démontré, et il présente certainement un enjeu pour la démocratie, une meilleure représentation, une meilleure législation, une meilleure qualité du contrôle et de la loi. Mais quand on se pose la question de savoir jusqu'où une chambre moins démocratique, puisque moins représentative du peuple, peut bloquer la décision d'une chambre pleinement représentative du peuple, jusqu'où une multiplication de la représentation démocratique n'entrave-t-elle pas la démocratie, exemple italien à l'appui, le bicamérisme, plus qu'un enjeu, présente véritablement un défi. Et j'espère que nous allons le relever aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà pour cette table ronde sur le bicamérisme à la française qui avait été menée au Sénat en avril dernier. Une table ronde dans un climat très respectueux, très apaisé. Les sénateurs ont entendu Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreux experts. Un climat très différent de l'atmosphère actuelle de tension entre les deux chambres. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes nos tables rondes et toutes nos auditions sur le site publicsénat.fr. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.